Almeno, almeno sto, dorime, dorime, dorime. Bonjour et bienvenue dans Critique Elite. Je suis le Moebius et pitié, sortez-moi de là, je veux pas le faire, je veux pas. Veuillez m'excuser. Comme Jack a pu vous le dire à Halloween, les zombies sont entrés dans le folklore cinématographique depuis quelque temps maintenant. La remise au goût du jour est due notamment au film 28 jours plus tard et Resident Evil. Ils ont ensuite petit à petit délaissé le genre de l'horreur pour faire place à des films comiques, comme Bienvenue à Zombieland, ou même romantiques, comme Warm Bodies. Oui, parce que faire un Twilight avec des zombies au lieu de vampires, c'est possible. Mais bon, soyons honnêtes, ce genre de film s'adresse à un public adulte, ou presque. Alors quand on m'a parlé d'un film de zombies familial, j'y ai pas cru. Jusqu'à ce que je découvre World War Z. Sorti durant l'été 2013, ce film a dû dépenser près de la moitié de son budget en publicité, car entre les affiches présentées partout et la bande-annonce à chaque séance de cinéma, il y avait de quoi faire une overdose de Brad Pitt avant même d'avoir vu le film. Réalisé par Mark Foster, auquel on doit du bon et du moins bon, tiré d'un best-seller que je n'ai pas lu mais dont on m'a dit le plus grand bien, et avec un Brad Pitt dont la coiffure rappelle la triste pub Channel 5, il y a de quoi se demander ce que ce film vaut. Eh bien mes amis, ne vous posez plus la question, le Moebius est là pour y répondre. Voici World War Z. Le film commence avec un générique assez particulier. 2 minutes à voir des images en apparence sans queue ni tête, à entendre des éléments d'information sans vraiment les comprendre, et à voir une partie floue qui se révélera par la suite être un élément du titre. Une chose est sûre, les épileptiques qui regardaient ce film sont déjà morts. Nous découvrons alors notre personnage principal, Jerry Lane, joué par Brad Pitt. Ce dernier mène une petite vie tranquille avec sa femme, Karen, et ses 2 filles, Rachel et Constance. Toute cette petite famille semble mener une vie tout à fait normale, avec pancakes le matin et dialogue ne présageant rien pour la suite. En êtes-vous sûr? T'as pris ton inhalateur? Inhalateur? Une asthmatique? Dans un film de zombies? Ça sentirait pas la crise à venir, ça? Moi, Martial, c'est comme les règles qu'on a à la maison, mais pour tout le monde. Tu t'es déjà retrouvé dans des endroits comme ça pour ton ancien travail? Ancien travail? Dans des zones à risque? Ça sentirait pas le héros à la retraite qu'on veut nous faire revenir, ça? Bref, scène suivante, nous voici dans les bouchons. Tout ce petit monde joue aux devinettes pour passer le temps et... On essaie la BBC. Est-ce que c'est moi ou Karen a un côté un peu cruche? T'es plus anglaise, mon amour. Il y a longtemps que t'as plus d'ex. Sauf après quoi? 2 bouteilles de vin. Ah non, en fait c'est pas moi. Jerry se fait éclater son rétro et sort pour constater les dégâts. Quelque chose explose alors devant eux, et Jerry remonte alors dans sa voiture, tandis qu'un mouvement de foule s'engage. Un policier vient alors lui dire de ne pas quitter le véhicule et... What? Il y a une file de bouchons de 50 mètres derrière Jerry, et ce con de flic n'a absolument pas entendu un camion qui les renverse toutes les unes après les autres? Eh ben, le hors-champ est vraiment fourbe, hein. Jerry en profite alors pour s'engager derrière le camion, et se diriger vers la source de l'explosion. Oui, au lieu d'aller dans l'autre direction, c'est-à-dire de s'éloigner du danger, mieux vaut aller vers ce dernier, n'est-ce pas? Just you know why. Rachel se planque alors, terrorisée. Est-ce qu'elle est juste asthmatique ou un peu autiste, cette gamine? Et bien sûr, Jerry oublie de regarder la route pour parler à sa fille, entraînant un bon vieux crash et obligeant tout le monde à sortir du véhicule. Ça va mon cœur? Et arrivent alors les zombies. Ces derniers se jettent sur les gens, les mordent, puis s'en vont, tout en faisant preuve d'une force surhumaine. Pour ceux qui l'ignorent, casser un pare-brise à coup de tête est physiquement très difficile. Jerry observe alors un homme se faire mordre, et la peluche de sa fille tombe et se met, comme de par hasard, à compter jusqu'à 12. Et bien sûr, comme de par hasard, cela prend exactement 12 secondes au type pour se transformer en zombie. Ah, le hasard scénaristique. Mis à part cela, soyons honnêtes. Là, c'est pas être zombifié, c'est être CGIsé. Bref. Toujours est-il que Jerry et les filles investissent un camping-car qui avait été laissé là quelques plans plus tôt et s'enfuient, dégageant les zombies à coups de pied, ou encore les broyant entre le camping-car et un bus. À ce stade, sans rien savoir des zombies, c'est pas un meurtre de sang-froid, ça? Et ils quittent la ville sur des routes complètement dégagées, avec juste des gens qui courent autour. Donc, je résume. Entre cette scène-là et cette scène-là, tout le monde a gentiment garé son véhicule sur le bas-côté pour se mettre à courir et laisser toute la place à Jerry et à sa famille pour s'enfuir. Sans parler du propriétaire du camping-car qui a décidé de laisser son véhicule en parfait état au cœur même de la foule avec les clés sur contact.
Il aurait si bien pu mettre un panneau avec écrit « Volez-moi dessus », mais quelle espèce de... Reprenons. Jerry quitte la ville tandis que sa fille fait une crise d'asthme. Il se garde donc pour essayer de la calmer, sa femme n'y arrivant pas, et il reçoit un appel d'un de ses anciens collègues, Thierry. Tandis que sa fille trouve une cache d'armes. Merci Jésus d'avoir créé les rednecks. Thierry leur dit alors qu'ils doivent tenir une bonne heure avant qu'ils ne puissent les extraire, et qu'il le fait non pas par bonté d'âme, mais parce qu'il a besoin de Jerry. Putain. Vous savez, il y a 2 erreurs au fait de choisir Brad Pitt dans le rôle d'un père de famille dans un film de zombies. La première, c'est que vu que Brad Pitt est une star, il ne peut pas échouer. Donc on sait pertinemment qu'il ne va pas mourir, ou alors en tout cas pas avant la fin du film. C'est ce qu'on appelle le syndrome immortel. La deuxième raison, c'est ce qu'on appelle le syndrome Rambo. On ne peut faire appel à lui et à personne d'autre. C'est frustrant. Jerry se rend donc en ville afin de récupérer des provisions et un médicament pour sa fille. Quoi? Pourquoi aller en ville? Il n'y a pas de pharmacie dans les petites bourgades aux USA. Et puis c'est quand même plus facile de trouver des terrains dégagés pour l'extraction en race campagne qu'au cœur même d'une ville. Mais bon. Jerry récupère de quoi soigner sa fille, grâce à l'aide d'un type très aimable, tandis que 2 autres essaient de violer sa femme, et qu'il en tue un. Ah, le chaos. Et il ressort pour se rendre compte qu'on leur a volé le camping-car. Quoi? Il a trouvé ce camping-car avec les clés sur le contact, et du coup il a été assez honnête, ou assez con pour le laisser avec les clés sur le contact en retour. Il se dirige alors vers les immeubles et appelle Thierry, qui leur promet l'extraction à l'aube le lendemain. Tenir une heure, tenir une nuit, faudrait savoir hein, quand même. Les zombies débarquent alors et Jerry bloque la porte avec une lance à incendie. Oui, parce qu'ils peuvent exploser un pare-brise à coups de tête, mais pas les pans en verre de la porte. Et la petite famille se planque chez une famille d'immigrés. Ces derniers les nourrissent, leur offrent de quoi dormir, et le lendemain, Jerry essaie de les convaincre de s'enfuir avec eux. Ce que bien sûr nos chers immigrés refusent, préférant se fier aux recommandations des autorités. Voyons ça. Immigrés préfèrent suivre les conseils des autorités plutôt que ceux du héros, et restent dans une ville infestée de zombies. Chance de survie? C'est bien ce qui me semblait. La famille de Jerry s'enfuit donc, rapidement rejointe par le gamin, parce que bien sûr, après le départ de la famille, les zombies ont tué ses parents, et à ce moment-là, Jerry... Oh, il se serait fait infecter? Non, bien sûr. Boire le sang contaminé n'est pas suffisant pour infecter notre héros, et il reste 12 secondes au-dessus du vide pour s'en convaincre. Oui, parce que comme tout virus, s'il a mis 12 secondes une fois pour infecter une personne, alors il mettra toujours 12 secondes pour infecter l'ensemble de la population. Vous en pensez quoi, vous, Doc Moebius? C'est bien ce qui me semblait. Bref, il s'enfuit, laissant la ville dans le chaos et rejoignant un groupe de survivants sur un porte-avions au large des côtes. Jerry y retrouve Thierry, qui lui expose rapidement la situation et lui demande de l'aider. Ce que Jerry refuse pour pouvoir rester proche de sa famille. Je peux rien pour vous. Je laisserai pas ma famille. Oui, parce que vu que la situation est totalement catastrophique, au lieu d'aider directement pour sauver le monde, et donc par la même occasion sa famille, il préfère laisser le monde dans la merde, et donc que tout soit détruit, et au passage, sa famille. Une chance, le général du coin a réponse à tout. Soit Jerry l'aide et sa famille restera en sécurité sur le porte-avions, soit il ne l'aide pas et il les débarque à terre. Il n'y a pas de place pour du personnel non essentiel. C'est du chantage, oui oui. Jerry accepte donc à contre-cœur et est présenté au scientifique qui va l'accompagner, le professeur Fazback, présenté ici comme l'espoir de l'humanité. Ah, je me suis peut-être planté finalement, le syndrome Rambo n'est pas si marqué que ça. Et après avoir donné un téléphone à ligne directe à sa femme, quel gâchis de moyens, ils embarquent pour la Corée du Sud, suivant la piste d'un mystérieux email mentionnant le mot zombie. Ok bon, c'est plutôt mince comme piste, surtout que le syndrome zombie existe au sein des guerres. Doc? Ah oui, le syndrome zombie, c'est un syndrome qui se déclenche de temps en temps quand les soldats n'ont plus rien à perdre. Ils deviennent alors totalement berserk et leur instinct de survie fiche le camp. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Jerry et le doc discutent dans l'avion.
présentant la personnalité du professeur, relativement intéressant et confiant dans sa mission. Un personnage très intéressant à mon avis. L'avion arrive finalement à destination et les militaires sécurisent la zone. Les zombies locaux attaquent alors, provoquant la fuite du professeur qui... Quoi? C'est une mort totalement ridicule. Je ne l'ai vu qu'une fois dans Kick-Ass et c'est un film comique. C'est la pire façon de faire revenir le syndrome de Rambo. Bon sang, ça, rien que cette scène voudrait au film de se faire... Veuillez m'excuser. Après ces événements, Jerry se retrouve seul à enquêter. L'email aurait été envoyé suite à une bagarre entre un zombie et des soldats. La pièce a été incinérée et le seul survivant de l'altercation est un soldat boiteux. Oh? Un type que les zombies n'ont pas attaqué? Mais ça demanderait peut-être des analyses médicales un peu plus poussées, ça. Je veux dire, peut-être qu'il porte en lui quelque chose qui les repousse, ça pourrait être intéressant, non? Mais il semblerait que tout le monde s'en foute. Jerry préfère interroger un ancien de la CIA qui lui annonce qu'Israël était au courant de la menace bien avant les autres. Jerry décide donc de suivre la piste d'Israël et appelle sa femme pour la rassurer. Mais comme le réseau est pourri, il ne fait que l'inquiéter davantage. Quel homme prévenant. Ils regagnent donc l'avion en silence pour ne pas alerter les zombies, et c'est le moment que choisit Karen pour rappeler. Sérieusement? Les choses se précipitent. Jerry et le pilote parviennent à décoller, non sans que le capitaine de la base se soit fait mordre et se soit suicidé avant de se transformer en zombie. Tout ça pour finalement rappeler sa femme et la rassurer pour de bon cette fois. Bon, ok, c'est pas la mer à boire, mais bon, ça pose des problèmes vis-à-vis de la femme de Jerry. Depuis le début du film, elle est passée par les statuts de mère, demoiselle en détresse, femme éplorée et fouteuse de merde, jusqu'à un statut où elle n'est plus qu'une potiche. Dans bien des films, la femme et la famille font avancer le héros, le poussant vers l'avant pour le bien des siens. Mais ici, c'est l'inverse. Plus ça va, plus on a l'impression que la famille de Jerry est un poids pour lui. Niveau empathie, c'est nul. Bref, Jerry arrive à Jérusalem et rencontre l'homme responsable de la création du mur. Ce dernier explique qu'il a fait construire le mur suite à un communiqué mentionnant le mont Zombie. Parce que les juifs se font avoir assez souvent et sont devenus complètement parano. Si l'idée est bonne, en revanche, le pauvre Jerry n'a aucune piste concernant son patient zéro. Pendant ce temps, les réfugiés arabes se mettent à prier. Et pour renverser le tout, une fille se met à chanter au micro. Et pourquoi je sens que ça va foutre la merde? Tous les zombies à des kilomètres à la ronde se regroupent pour essayer d'atteindre la chanteuse. Pire encore que des adolescentes dans un concert de Justin Bieber. Et ils se mettent alors à escalader le mur. Et bien sûr, les hélicos qui patrouillent à l'extérieur et qui voient ça ne peuvent pas dire aux soldats à l'intérieur par radio de couper les micros? Non? Bande d'abrutis! Et les zombies finissent par passer le mur, se jetant sur le réfugié. Enfin, presque tous les réfugiés. Mais bon sang, on a compris maintenant que certaines personnes étaient épargnées par les zombies. Ça fait la 3e qu'on voit depuis le début du film. Jerry est confié à une jeune femme soldat qui l'accompagne pour évacuer la ville. Il repère enfin un gamin qui est parfaitement ignoré par les zombies, et ses 2 neurones additionnent enfin 2 et 2. Il y a une population que les zombies n'attaquent pas. Hurrah! La poursuite reprend et la protectrice de Jerry se fait mordre. Ce dernier décide alors de lui trancher la main. En toute délicatesse. Il se met alors à compter jusqu'à 12 pour vérifier qu'elle ne se transforme pas. 4 secondes. Oui, parce qu'il est toujours convaincu que ça va prendre exactement 12 secondes. Alors qu'en Corée, on lui a dit que ça avait pris quelques minutes. Et que 12 secondes pour arriver à contaminer un avion pour passer d'un pays à un autre, c'est un peu court. Et que entre Israël et les États-Unis, le virus n'a pas pu, je sais pas moi, muter. Vous en pensez quoi, vous, Doc Moebius? Ouais, c'est bien ce que je pensais. La fille ne se transforme pas et il se précipite vers l'hélico chargé de les extraire. Pour se faire devancer de peu par les zombies qui font se cracher l'hélico. Rien que ça. L'avion de Jerry décide de se faire la malle sans lui, et ce dernier se voit obligé de se taper l'intrus dans un avion civil. Marrant, il montre pas comment la fille grimpe à l'échelle avec une main en moins. Jerry se débarrasse de son arme. Quoi? Et ils vont s'installer. Jerry prodiguant les premiers soins à sa protectrice, et l'avion laissant derrière lui un Israël dévasté. Moi je dis, il est fort quand même ce Jerry. Dès qu'il arrive quelque part, les zombies font un carnage.
Bref, maintenant qu'il est à tête reposée, Jerry commence à recouper les observations qu'il a fait de personnes ignorées par les zombies avec la discussion qu'il a eue avec le professeur Fazback au début. Il appelle donc sa femme pour qu'elle le mette en contact avec Thierry et lui faire part de... Où est-ce que tu es? Je suis sur le dernier vol. Écoute, j'ai plus de batterie, j'ai besoin d'un renseignement. Attendez là. Il faut que tu me trouves le labo de recherche médicale le plus proche. CDC, OMS, un endroit où on fait des vaccins. Et un aéroport pas loin. Je comprends pas. J'avoue, moi non plus. Pas le temps de t'expliquer. Trouve-moi ça, s'il te plaît. Quoi? Pourquoi est-ce qu'il a pas le temps de lui expliquer? Parce qu'il a plus de batterie? Thierry, certaines personnes sont ignorées par les zombies. Et je crois que la caractéristique de ces gens-là, c'est... C'est quoi d'ailleurs? Être chaud, vieux ou boiteux? Bref, expose ta putain de théorie. Ça ne te prendrait qu'une minute. Comment ce personnage peut-il être aussi... Bref, Jerry sacrifie le reste de sa batterie pour que le pilote l'emmène à un centre de recherche médicale. Et pendant que l'avion s'y rend, l'hôtesse, elle, découvre un cadeau dans la soute. Un zombie surprise! Jerry se réveille et, se rendant compte de la menace, invite les passagers autour de lui à faire un mur de bagages pour empêcher les zombies de passer. Parce que le mur d'Israël a donné de si bons résultats. Bien sûr, les zombies finissent par se ruer à l'avant de l'appareil, et devant la menace, la militaire sort son arme et commence à cartonner. Pourquoi avoir renoncé au fusil d'assaut? Pourquoi? Et vu que ce n'est pas suffisant, Jerry lance une grenade. Dans un avion. Mais bien sûr, j'avoue, ça fait le vide. Mais faudra m'expliquer comment ils font pour ne pas être aspirés tous les deux sans s'être attachés. Et pourquoi l'avion volait si bas qu'ils n'ont pas besoin de masque. Ils parviennent du coup à s'attacher et survivent le temps de se cracher dans une forêt. Jerry se réveille et... Putain, mais non! Si au moins la structure avait tenu, j'aurais pu croire à sa survie. Mais là, il est en tête de l'avion. Il aurait dû s'en prendre bien plus que une simple barre de métal en travers du ventre. Il descend, parvenant à ne pas tomber sur la barre qui aurait déchiré les entrailles, et retrouve la fille. Où était-elle passée? Comment a-t-elle survécu? On s'en fout, bien sûr. Il rallie le village le plus proche, où se trouve, comme de par hasard, un centre de l'OMS. Parce que l'avion a réussi à se cracher juste à côté de l'objectif de Jerry. Merci, miracle scénaristique! Jerry s'effondre devant la porte, tandis que sur le porte-avions, on le déclare mort, provoquant par la même occasion l'expulsion de sa famille. Jerry se réveille 3 jours plus tard et demande à ce qu'on appelle. Thierry répond et confirme l'identité de Jerry, annonçant au passage que sa famille a été envoyée dans un camp de réfugiés. Jerry fait une petite crise. Je sais ce que vous ressentez. Ah oui? Oui. Vraiment? Vous avez une famille? Non. Non. Alors vous ne pouvez pas comprendre ce que je ressens. Mais vite calmé par le docteur local. C'est ma femme, à Rome. Ou plutôt, mon fils a été victime de quelque chose qui avait été autrefois ma femme. Dans ton cul, Jerry! Jerry expose alors enfin sa théorie selon laquelle les zombies ne s'attaquent pas à des personnes mortellement malades. Parce que pour toute personne normalement constituée, le point faible entre un boiteux, un vieux et un gamin chauve, c'est qu'ils sont tous les trois condamnés. Logique? Les pathogènes se trouvent malheureusement dans l'aile B du bâtiment, et cette dernière est infestée de zombies. Ces derniers n'ayant pas de proie, ils sont en sommeil, et Jerry décide d'en profiter pour essayer de se faufiler jusqu'à la salle où se trouvent les maladies mortelles, accompagné du docteur et de la militaire. Le doc, je peux comprendre, il a besoin d'un guide. Mais la militaire avec sa main en moins, ça risque pas d'être un peu un handicap? Commence alors une longue phase angoissante du film, pendant laquelle les 3 personnages évoluent dans une aile où se trouvent environ 80 zombies, et n'en croisent que 4. Jerry sacrifiant au passage sa hache pour maintenir une porte ouverte. Il a le don pour perdre ses armes, lui. Le doc finit malencontreusement par cogner son pied de biche, forçant la militaire à tirer sur un zombie, et attirant tous les zombies vers eux. Ils se séparent, Jerry faisant diversion, et parvenant à les semer. Enfin, presque. Vous savez, quand je disais que ce film est un film de zombies familial, voilà exactement la scène qui illustre le mieux ce concept. Les zombies ne meurent que si on leur explose la cervelle. Jerry tue donc le premier, mais son pied de biche reste coincé. Un deuxième zombie arrive, il parvient in extremis à dégager le pied de biche, et à tuer le deuxième. Mais comme c'est familial, tout se passe hors champ. Et du coup, quand le deuxième zombie arrive, on ne sait pas que le pied de biche est coincé.
On ne le comprend qu'à la moitié de la scène, quelques secondes à peine avant que Jerry ne tue son adversaire. Et du coup, ça nous sort complètement du film. Eh ouais, à vouloir en montrer le moins possible, on a complètement pourri l'ambiance. Le doc et la fille se trouvent nez à nez avec 2 zombies juste avant la salle et sont obligés de fuir. Ils quittent donc l'LB, attirant au passage la quasi-totalité des zombies vers la sortie. Ils sortent in extremis et rebloquent la porte. Jerry se retrouve donc libre de ses mouvements et parvient à rallier la salle contenant les maladies. Il les pénètre, après qu'on l'a appelé sur interphone pour lui donner le code, coup de chance qu'il n'y ait plus de zombies dans le coin, et commence à faire son marché, sans rien y connaître. Il embarque un peu de tout, et alors qu'il s'apprête à sortir... Coincé. Marrant, j'ai connu un prêtre québécois qui faisait pareil avec ses dents. Bref, Jerry décide donc de mettre sa théorie à l'épreuve et de s'injecter une bactérie. Mais ne sachant pas lesquelles sont curables ou non, il prend une feuille de papier et... Oh, ça va, on connaît le truc. Un truc assez classique. Il va écrire aux autres, tout simplement, que si jamais il leur présente un virus curable, ils éteignent la caméra. À ce moment-là, ça va éteindre le voyant, et comme ça, il sait qu'il pourra le prendre. Dites à ma famille que je l'aime. Quoi? Il va s'en remettre à la chance et s'injecter un truc random alors qu'il a des toubibs pas loin qui peuvent l'aider via des moyens détournés? Ce type est un con! Et c'est pas possible d'être allé aussi loin de l'ONU en étant si... Wow. Elle commence à faire de l'effet, les cachets. Jerry s'injecte donc une maladie au hasard, attend un peu, et bien sûr, sa théorie fonctionne. Il sort donc de l'LB, et le film se finit sur Jerry qui retrouve sa famille. Et les avions de l'ONU qui livrent des dérivés de maladies un peu partout pour camoufler les survivants. Et la voix de Jerry qui incite les humains à se battre et à survivre. Car la guerre est loin d'être finie. C'était World War Z. Que dire de plus? Ce film a beaucoup de défauts à mes yeux. Le premier étant d'avoir écoulé la moitié de son budget dans ma pub, alors que, soyons honnêtes, il reste médiocre. Brad Pitt en sauveur de l'humanité, c'est un classique. Mais sincèrement, c'était obligé d'avoir les syndromes Star et Rambo. On pouvait pas garder le professeur je me tire dans la tête plus de 20 minutes histoire qu'il parvienne à des conclusions à la place de Brad Pitt, qui n'est qu'enquêteur. Et bon sang, ces zombies en images de synthèse sont moches. Je regrette le bon vieux maquillage des familles. Ce film ne fait pas peur. Je veux dire, il n'est même pas angoissant, et la seule chose qui surprenne un peu le spectateur, ce sont les face jumps. Vous savez, quand quelque chose déboule sur vous et vous surprend. Mais bon, allez, soyons honnêtes, ça tient peut-être au bouquin, mais bon, je vais vous le dire de suite. Ce film est une merde! Le livre est une tuerie. Il explique tous les détails de l'infection comme une vraie maladie du point de vue des survivants. Ce film ne respecte pas l'idée du bouquin, je ne peux pas lui en vouloir pour ça. Mais surtout, il prend des libertés qui ne mènent à rien. Comment les zombies voyagent-ils d'un continent à un autre, alors que l'infection se fait en 12 secondes dans le film? Et pourquoi Brad Pitt reste convaincu de ces 12 secondes alors qu'on lui dit souvent ça a mis plusieurs minutes? Il y a eu des traces que tout ne s'est pas fait instantanément. Ce film ne tient pas la route. Et c'est le gros reproche qu'on pourrait lui faire. Une infection aussi rapide aurait à la rigueur touché un continent, voire même une île, comme dans 28 jours plus tard, mais pas l'ensemble de la planète. Et quant à ce qui est du pourquoi, du comment, des motivations du personnage principal, ou même des personnages secondaires, ouais, cela prône juste l'héroïsme d'un homme, et non les efforts d'une espèce comme le livre le montre. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'était le Moebius, j'espère que vous avez apprécié ce Critique Elite. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ou encore à aimer cette vidéo, ou encore mieux, à la partager, et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Et le prochain qui me parle de zombies, je le...